définition de lectrice. Je suis une lectrice infidèle et complètement dissipée. J'ai du mal dans mon quotidien à me contenter d'une lecture à la fois. Je lis 30 pages de l'un, 10 pages de l'autre, 50 pages d'un autre livre. Pourquoi ce défi aujourd'hui? Parce que je me sens un peu trop dissipée par rapport à d'habitude et j'ai besoin de me recentrer sur une lecture en particulier, de terminer un livre et d'arrêter de me parpiller un peu partout parce que je mets pas mal de livres en pause en ce moment, je me rends compte. Alors peut-être que c'est pas le moment de les lire, peut-être que j'ai mal choisi ma lecture à ce moment-là puisque je marche vraiment au feeling avec l'écriture et la thématique d'un livre. Et je pense que se forcer un petit peu à terminer un livre en 24 heures, ça ne pourra pas me faire de mal, je pense. Et franchement, là, j'en suis quasiment à un jour d'avoir fini quand je fais cette introduction. Et pour l'instant, je suis très contente de l'expérience que j'ai vécue. Même si au début, c'était pas facile, puisque j'étais un petit peu, pas angoissée, mais j'avais vraiment peur de me lancer dans un truc aussi, pour moi, aussi engageant, on va dire. Sachant que là, effectivement, j'ai un peu de temps, donc je peux me permettre de faire cela. Sachant que j'avais déjà essayé de faire ce défi il y a des années. J'avais fait une sélection dans mes livres qui était absolument pas possible à tenir en fait, de par ma personnalité et de par ma façon de lire, mais bon, je suis complètement dingue. Mais là, franchement, j'ai choisi des livres qui font moins de 200 pages en majorité. Un défi qui va me permettre aussi de pouvoir diminuer ma pile à lire, puisque j'ai pas mal de petits livres finalement, et ça fait toujours du bien au moral de se dire que des livres sont terminés et qu'on n'a pas une accumulation de livres qui attend dans la poussière pour rien. Alors effectivement, en plus de la difficulté de, entre guillemets, de lire un livre par jour, me concentrer sur un livre, c'est pas dans mes habitudes. Je vous le répète, c'est pas dans mes habitudes et c'est super dur pour moi puisque j'aime bien changer. Dès qu'un moment dans le livre c'est un petit peu mou, je me dis bon allez change de livre, etc. Là j'étais obligée de continuer. Il y a des livres où j'aurais voulu m'abstenir de continuer, mais je l'ai quand même fait. Si je n'ai pas apprécié ma lecture, je suis quand même contente de l'avoir lu parce que pour certains c'est des classiques type La Belle et la Bête. C'était un peu une torture à lire, il faut se le dire. Il y a pas mal de livres aussi dans ma sélection que j'avais commencé, entre guillemets, j'avais lu 2-3 pages, puis j'avais mis de côté. Donc en fait, j'ai pu les reprendre et assumer jusqu'au bout et les terminer. Il y en a au moins 3 comme ça, 3 sur 7 quand même que j'avais commencé. Hein. Non, je pense que j'en avais commencé plus que ça. Commencé quoi 2 pages juste pour voir un petit peu le style et tout. Parfois, j'étais allée un petit peu plus loin, puis j'avais mis en pause. Là, j'ai commencé hier, j'ai commencé jeudi 8, j'ai terminé La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve. C'est une lecture que j'avais déjà entamée il y a très longtemps et que j'avais laissée de côté. Là, je l'ai recommencé et je l'ai terminée avec difficulté. Premièrement, c'est un livre qui a été écrit au XVIIIe siècle. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais c'était pas du tout fluide. Franchement, moi qui adore le conte de Disney, bon, c'est pas du tout la même chose. Alors là, pas du tout. On retrouve effectivement la Bête et la Belle, mais tout ce qui est autour n'existe pas. Hein. La Belle a des frères et sœurs. Les objets ne sont pas animés, ce sont des singes et des perroquets qui vont animer ses journées. La Bête a une trompe. Bref, des trucs qui n'ont rien à voir avec le conte initial, en tout cas. C'était pas du tout fluide. Ce qui est assez décevant, c'est que le récit a été écourté. En fait, on n'a pas l'histoire de la Bête. Il est inscrit dès le début que l'histoire de la Bête va être résumée en une ligne. Elle est résumée en une note de bas de page. Voilà, donc en gros, il a manqué de respect à une fée qui l'a transformée en bête. Et par contre, on nous a laissé le récit qui dure la moitié du livre, qui nous parle des parents de Belle, d'un monde complètement féerique qui ne m'intéresse pas du tout, où c'est vraiment très très fantaisie, donc tout ce qui va être créatures féeriques, toute une organisation qui me fait trop penser à de la fantaisie. Je trouvais ça très très lourd en fait, et en fait en si peu de pages j'essaie de résumer tout un univers féerique. J'ai trouvé ça très condensé et pas du tout fluide. Alors effectivement, le syndrome de Stockholm est beaucoup plus présent que dans le dessin animé. La Bête impose à Belle de rester dans son château, donc elle passe sa vie à se balader dans le château, etc. Et au final, tous les soirs, elle le voit au dîner, ils échangent quelques mots. Elle se rend compte qu'il n'est pas très causant, qu'il n'est pas très intelligent, elle dit qu'il est un peu stupide. Et en plus, tous les soirs, elle lui pose la question de « Est-ce que tu veux dormir avec moi ?» Et elle lui dit non tous les soirs, et ce schéma recommence tout le temps. Et en fait, de par ce fait-là, comment peut-elle tomber amoureuse de lui? Alors, elle a beaucoup d'empathie, etc. Mais il n'y a rien d'intéressant dans sa personnalité, en tout cas. Donc, pour qu'elle puisse avoir de l'affection pour lui, pour moi, il n'y a que le syndrome de Stockholm pour justifier cette affection. Parce que franchement, il n'y a rien d'intéressant qui se passe entre eux. C'est pas comme dans le dessin animé où il lui montre les livres, où ils ont des discussions, où ils s'amusent. Là, elle parle vraiment à une bête qui échange 4 mots. Effectivement, elle est choyée, elle a tout ce qu'elle veut, entre guillemets, mais je comprends pas pourquoi elle tombe amoureuse de lui, en fait.
Mais bon, je vais pas trop vous spoiler, mais voilà, je ne comprends pas trop et je pense que le syndrome de Stockholm est beaucoup plus visible de ce fait. Honnêtement, si j'avais pas eu ce défi de lire 7 livres en 7 jours, je l'aurais abandonné. J'avoue que... Mais ça me tenait à cœur de le finir, mais je pense que je l'aurais encore fait traîner. Je pense, non pas abandonner, mais je pense que je l'aurais fait traîner. Donc un peu déçue, franchement, je préfère regarder le Disney honnêtement. Première lecture, terminée, contente de l'avoir terminée. Voilà, c'est un classique à lire, mais vraiment soporifique un petit peu je trouve. Le second livre que j'ai voulu entamer, c'est La proie et l'ombre de Rompo Edogawa, sachant que j'ai envie de lire toutes les traductions qui ont été faites en France de cet auteur, car j'adore beaucoup ce qu'il fait. Son univers est foisonnant et très dérangeant. Rompo Edogawa est le maître fondateur de la littérature policière japonaise, en plus de proposer un univers Eroguro, donc qui va donc nous présenter des histoires qui mélangent le grotesque et l'érotique. Une narration envoûtante dans des mises en scène fantastiques et obsessionnelles, fétichisme, voyeurisme, sadisme et perversion sexuelle. Voilà, c'est du Rompo Edogawa. Que j'ai entamé, donc je l'ai commencé aujourd'hui, donc on est le vendredi 9 février. Je l'ai commencé vers minuit, 1h du matin, je ne sais plus, donc on va voir. Je l'ai continué dans la journée. Il est plus intéressant que La Belle et la Bête, je vous le dis, donc je continue ma lecture. Pour l'instant, je suis vraiment au tout début, donc rien à dire de plus que ça. On se retrouve plus tard pour un retour sur ce récit. Nous sommes aujourd'hui... Quel jour on est aujourd'hui ? Nous sommes le 10 ou le 9 ? Le 10. Nous sommes le 10, donc hier j'ai terminé La proie et l'ombre, donc j'ai terminé le 9 février, donc je continue toujours. C'est le 6e livre de Rompo Edogawa que je lis. Alors ce n'est pas ma lecture favorite de cet auteur, mais en tout cas c'était fort intéressant. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui se fait stalker par son amour de jeunesse, qui serait devenu écrivain. Elle va décider de prendre contact avec un autre écrivain pour l'aider à retrouver son stalker et le faire cesser. Le stalker en question est assez particulier puisqu'il lui écrit des lettres où il décrit vraiment tous ses faits et gestes jusqu'à son intimité la plus privée. Il la menace constamment parce que pour lui il a le cœur brisé par elle. On sent que cet amant a vraiment de la haine de par le fait d'avoir été abandonné par cette femme il y a des années. Ce qui est intéressant, c'est que finalement ce stalker qui est devenu écrivain ressemble particulièrement à Rompo Edogawa dans les sujets qu'il va traiter dans ses romans. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que finalement on a un jeu de miroir entre ce protagoniste-là et l'auteur réel qui existe vraiment, Rompo Edogawa. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui m'a confirmé cela, c'est que les titres de livres du personnage de fiction ressemblent un petit peu aux titres que Rompo Edogawa a déjà pu sortir. Par exemple, il y a une nouvelle de Rompo Edogawa qui s'appelle La pièce de 100 yens, je crois un truc comme ça, et là il l'appelle La pièce d'un sou. Et il y a aussi un livre de Rompo Edogawa qui s'appelle L'île Panorama, et là dans le livre, son livre s'appelle Le pays panoramique. Donc ouais, donc en fait c'est clairement une sorte de miroir de lui-même à travers ce protagoniste là qu'il a choisi. Donc c'était super intéressant. J'ai pensé que ça allait être une histoire assez simple, assez classique d'un stalker etc. qui va être découvert, et finalement c'est un petit peu plus compliqué que cela je trouve, et c'est assez réussi. Bon, c'était pas ma nouvelle préférée de Rompo Edogawa, mais c'est assez réussi. Et finalement, en pensant s'ennuyer, en pensant avoir une histoire classique, on se retrouve à quelque chose d'un peu plus complexe et un peu plus psychologique. Donc franchement, à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais en train de chercher mon téléphone pour regarder je sais plus quoi, et en fait, je me rends compte que je suis en train de filer avec mon téléphone, en fait. C'est absolument ridicule. Bref, donc là en fait, je voulais vous faire un petit bilan par rapport aux 3 derniers livres que j'ai lus, puisque j'ai pas fait de compte rendu au jour le jour. Donc les derniers livres que j'ai lus, ça va être Le locataire chimérique que j'ai terminé le 10 février, Les sorcières dans la littérature le 11 février, et Le collectionneur que j'ai commencé le 12, mais que je n'ai pas terminé. Bon, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc... Le locataire chimérique que j'ai acheté il y a peu de temps, et donc je suis trop contente de l'avoir lu assez rapidement pour le coup. Ce livre-là, il m'a été conseillé par Babelio, dans le sens où j'ai terminé l'Observatoire de Édouard Carré. Vous comprendrez pourquoi Babelio me l'a conseillé. Il est où? Il est là. Alors, ça, c'est l'Observatoire d'Édouard Carré. Il y a vraiment une ressemblance au niveau des couvertures qui fait que forcément j'étais hyper curieuse de découvrir celui-ci, sachant que c'est l'auteur qui a illustré sa propre couverture. L'histoire se passe dans Paris. Nous avons un homme qui cherche un appartement, et c'est très compliqué apparemment de trouver un appartement sur Paris à ce moment-là. Bon, rien de nouveau, rien d'étonnant en tout cas par rapport à ce fait-là, et il va tomber sur une annonce d'un appartement qui est libre, mais malheureusement la personne qui habitait avant s'est jetée par la fenêtre, est à l'hôpital actuellement.
Elle n'est pas morte, mais l'appartement est libre, donc le propriétaire décide de faire louer cet appartement malgré tout. Donc on connaît pas on connaît pas encore les raisons de pourquoi la personne s'est jetée par la fenêtre. En tout cas, le mec est tellement désespéré qu'il prend quand même l'appartement. Il prend l'appartement, il décide de faire une crémaillère avec des amis à lui. Et là, tout commence à partir en cacahuète. C'est-à-dire que le bruit qu'il fait pendant la crémaillère dérange extrêmement les voisins. Déjà que son propriétaire est un peu étrange, un petit peu pointillé sur certaines choses. Ce fait-là, le fait qu'il ait dérangé les voisins, donc qu'il soit possiblement une gêne pour les voisins et que sa place dans l'appartement soit remis en question, il devient complètement parano par rapport au bruit. À partir de là, il essaye de faire le minimum de bruit possible, il en devient carrément paranoïaque. Et la relation avec ses voisins va complètement s'étioler au fur et à mesure. Il pense qu'il y a un complot contre lui pour que lui-même parte ou se tue en fait. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. J'ai pas du tout apprécié cette lecture. Il y a des bons moments, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ces moments-là sont suivis par des phrases ou des descriptions qui pour moi ne font pas sens. J'avais cru dès le début que le personnage serait quelqu'un d'assez naïf, innocent, assez particulier, un petit peu comme le personnage principal dans l'Observatoire, quelqu'un d'assez particulier, mais en fait cette personne est tout simplement un peu vile, un peu perverse. Il va y avoir un personnage féminin qui va décrire en long et en large de façon absolument obscène, et je voyais pas forcément l'intérêt, à part nous démontrer qu'il est pervers, mais ça n'a pas de lien avec sa paranoïa, donc en fait je comprends pas pourquoi on a ces zones de texte un petit peu chiantes quoi, à lire. En fait je vois pas l'intérêt de décrire en long et en large qu'on voit le mamelon à travers le pull, enfin ça sert à rien en fait dans l'histoire. Sachant qu'à un moment il dit même que cette personne la dégoûte alors qu'en fait il passe son temps à baver dessus. Je trouve que la suite des événements par rapport au début de sa paranoïa jusqu'au point de non-retour, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué à suivre. Alors effectivement j'ai vu qu'il y avait un film qui était sorti, alors peut-être que le film pourra peut-être plus m'éclairer sur la façon dont le livre se passe exactement parce que c'est pas très clair. Je pense que c'est volontaire, c'est volontaire je pense, mais moi ça m'a pas plu particulièrement. Je pense que je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à un délire un petit peu à la Edouard Carré dans le sens où on va avoir des personnages très naïfs mais emplis de psychose, et finalement ça donne des êtres un petit peu hybrides, un petit peu étranges, alors que là on est vraiment sur quelqu'un qui juste pète les plombs juste parce qu'en fait les voisins lui ont dit qu'il faisait trop de bruit, et je trouve ça un petit peu facile. Voilà, je comprends pas trop ce qui fait qu'il a complètement changé de personnalité. Donc voilà. Le 11 février, j'ai terminé Les sorcières dans la littérature. Ça va être plusieurs extraits de grands classiques, que ce soit des pièces de théâtre, des poèmes ou bien juste des romans de fiction qui vont mettre en scène une sorcière. J'ai trouvé que pour certains textes, il était aisé de rentrer dedans et de comprendre un peu où on en était dans l'histoire, mais pour certaines, j'ai trouvé que c'était un peu étrange de rentrer dans l'histoire sans contexte, sans rien. En fait, il aurait été agréable d'avoir en début de chaque extrait ou bien la quatrième de couverture ou bien une mise en contexte pour comprendre où on en est dans l'histoire et pourquoi on parle d'une sorcière. Je dis pas que j'ai trouvé ça un petit peu facile de juste trouver dans un livre un moment où on parle d'une sorcière et de le mettre dedans, mais des fois j'ai l'impression que c'était un petit peu ça. Les extraits pour lesquels j'ai le plus accroché et qui m'ont donné envie de parcourir le roman entier, ça va être La petite fadette de George Sand. Vous avez aussi Moi Tituba sorcière qui me tente bien de par l'extrait que j'ai lu. Vous avez aussi Portrait de femme en rose et rouge de Michel Gazier qui m'a donné envie, je l'avoue. Alors je n'ai juste pas lu La maison de la sorcière de Lovecraft parce que je n'ai pas envie de me spoiler. Je préfère la lire en entier celle-ci, donc je me suis abstenue de lire celle-ci. J'ai bien aimé relire Comment reconnaître une sorcière de Roald Dahl, c'est un livre que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Celui-ci là, je sais pas pourquoi j'adorais relire cette description absolument farfelue des sorcières. C'était assez marrant de le relire en fait, j'aime beaucoup ce roman-là. Donc c'est un livre que j'avais depuis un petit bout de temps, j'ai même retrouvé un ticket de caisse à l'intérieur. Et je l'avais depuis... Attends, est-ce que j'ai encore un ticket de caisse ou je l'ai perdu? Je l'avais depuis 2021 ou 2022. Bref, je suis bien contente de l'avoir lu parce que ça commençait à traîner pour un livre aussi petit. Ensuite, le 12
février, j'avais décidé de commencer le collectionneur de Jessica Peter. Le problème, c'est que déjà je m'y suis pris hyper tard dans la journée. Et en plus, le livre fait plus de 200 pages, ce qui fait que finalement, à la fin de la journée, j'étais arrivée à 10% du livre. Donc j'ai pas du tout réussi à terminer le collectionneur. Malgré tout, ce que je peux en dire du peu que j'y ai lu, c'est que c'est bien écrit. J'aime beaucoup le thème, donc on va suivre un homme qui est botaniste, qui fait pousser des fleurs, il est passionné par cet univers-là, il est en collaboration avec le musée d'histoire naturelle, enfin bref. Et en fait, il découvre qu'en prenant les cheveux des femmes et en les mélangeant au terreau, pour lui en tout cas, il voit une plante pousser qui prend l'apparence de la personne à laquelle il a pris les cheveux. J'aurais bien aimé qu'il y ait des petites illustrations de plantes, ça aurait été vraiment trop bien de voir à peu près la plante avec le visage. Enfin, j'aurais bien aimé avoir des illustrations parce que je trouve que ça aurait été vraiment stylé, ça aurait vraiment donné un côté encore plus cabinet de curiosité avec ces plantes. Voilà, donc pour l'instant j'aime bien comment c'est écrit. C'est soutenu et tout, c'est bien écrit. Là, je le lirai à la suite de ces 7 jours, hein, je le continuerai parce que malheureusement je n'ai pas pu le finir. Je suis actuellement en train de lire Carmilla, on est le 13 février et j'aime beaucoup ma lecture franchement. Alors j'ai pas lu la préface parce que je trouve que les préfaces spoilent toujours les classiques. Surtout dans les classiques en tout cas, j'ai lu l'avertissement du traducteur et il disait que le texte avait des phrases pesantes, et des longueurs, etc. Mais moi ça ne me dérange absolument pas, surtout dans ce genre d'ambiance où on va parler d'un vampire. Et en plus c'est un texte du fin 19e qui a été écrit avant Bram Stoker. Moi ça me dérange pas quand les choses sont enrobées, surtout si c'est un petit peu poétique. Je ne trouve pas pour l'instant qu'il y a des longueurs qui sont remarquablement pesantes, je ne trouve pas. Bon, pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture. Encore une fois, ce défi me permet de me pencher sur des trucs qui en fait en valent carrément le coup. Tout simplement. Il me restera à lire le meurtre de Otsuya de Tanizaki. J'avais déjà lu dans L'œil du démon que je n'avais pas forcément apprécié en termes stylistiques. Alors je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais en tout cas je n'avais pas forcément apprécié cette lecture. Pas plus que ça en fait, c'est pas une recommandation absolue. Là je me suis dit j'ai envie de retenter Tanizaki, sachant que j'avais déjà lu plus loin La Proie et l'Ombre. Je voulais un petit peu espacer ces deux romans dans ma chronologie de lecture, puisque là on est sur 2 récits japonais policiers, donc je le lirai en dernier. Voilà, on se voit plus tard. On se retrouve donc pour faire le bilan de ces 7 jours de lecture. En gros, pour conclure, en 7 jours, j'ai eu la possibilité de lire 5 livres. En fait, je n'ai pas pu, le dernier jour de ce défi, entamer le meurtre d'Otsuya. Celui-ci, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai préféré finir Carmilla, donc sur 2 jours. Parce que j'aimais beaucoup ce récit, en fait, je l'aime beaucoup. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi cool, en fait, en termes d'écriture ou en termes de thématique. Celui-ci passait à la trappe et je n'ai pas pu lire le collectionneur de Jessica Peter. Voilà, on va dire que c'était un bilan mitigé. Je suis contente d'avoir lu tous ces livres pour toutes les raisons que j'ai énoncées au fur et à mesure de mes comptes rendus journaliers, on va dire. Concernant Carmilla, on est sur un récit vampirique qui a été écrit avant Dracula de Bram Stoker. On est sur un récit gothique, bien sûr, où il va y avoir un peu de romance lesbienne. L'histoire se situe donc dans un château un peu perdu dans la forêt où vit Laura et son père. Ils vont accueillir par un curieux hasard une jeune fille qui s'appelle Carmilla qui va vivre avec eux pendant 3 mois. Sauf que Carmilla est un petit peu étrange. En tout cas, va se passer des choses assez curieuses. Le problème, c'est que Carmilla décime un peu toutes les jeunes filles qui vivent aux alentours. Et malheureusement, ça va bientôt être le cas de Laura dans ce récit. C'est écrit à la première personne, enfin c'est écrit du point de vue de Laura, si je ne me trompe pas de son prénom. Donc c'est assez intéressant, ce côté un peu fantastique où finalement on a le doute sur qui est Carmilla, qui est-elle, etc. par rapport à ses comportements. C'est vraiment écrit de la façon fantastique et j'aime énormément ce genre de récit. Donc, Ce que j'aime bien dans les récits de vampires, c'est que chaque auteur a ses règles concernant les vampires. Tous les vampires n'ont pas les mêmes caractéristiques et les mêmes façons de vivre selon les romans et je trouve ça super intéressant finalement. J'aime pas forcément quand tout se ressemble. Dans celui-ci, Sheridan Le Fanu a décidé que les personnes devenaient vampires après un suicide. C'était possible qu'ils deviennent vampires et évidemment pour qu'ils se multiplient, il faut forcément que le vampire morde quelqu'un, mais c'est pas forcément obligatoire qu'il devienne un vampire, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe, donc ça c'est assez clair. Il y a aussi un autre truc, c'est que dans ce récit, les vampires peuvent vivre le jour. Ils ont juste besoin d'aller se ressourcer dans leur tombeau originel,
mais ils peuvent vivre le jour. Alors, ils ont leur cœur bas, ils ont le teint assez vivant. Le côté blafard arrive quand ils sont en manque de sang, mais sinon ils ont l'air vivants. Alors effectivement, ce n'est pas le cas de tous les vampires, mais le cas de Carmilla, c'est que elle préfère séduire ses victimes. Elle a un côté un peu sadique. Elle préfère séduire ses victimes et les déguster au fur et à mesure, plutôt que de s'acharner sur une personne et de la tuer. Donc voilà. Elle préfère la passion amoureuse. Moi j'ai envie de le trouver dans une belle édition parce que j'ai beaucoup aimé ce récit. Je pense que mon introduction peut aussi être une conclusion finalement. Ça m'a permis de finir des livres qui traînaient depuis des années dans ma bibliothèque et de découvrir des titres vraiment super intéressants. Je retiens Carmilla et La proie et l'ombre. Franchement, c'était deux lectures super intéressantes. Je terminerai Le collectionneur dans un second temps puisque je n'avais pas eu l'occasion de le finir. Donc voilà, je pense que je réitérerai cela peut-être une fois par an, peut-être. Ça peut être sympa, pas plus. Mais c'est vrai que c'est un engagement, franchement c'est un engagement. On a beau s'organiser pour que ça se passe bien, finalement j'ai pas eu le temps de... J'ai eu un jour assez compliqué et je n'ai pas pu lire comme je le souhaitais. On se contente de ça et je suis très contente. Je sais pas si vous l'avez déjà fait de votre côté, ce type de défi, lire 7 livres en 7 jours ou bien de lire, je sais pas, 1000 pages en une semaine. Je sais que ça se fait ce genre de choses. Donc vraiment c'était super cool et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait et ce que vous en avez pensé. Voilà.